Bonjour et bienvenue à ce 29e cours de programmation Arduino. Pour répondre aux questions posées par l'entremise des commentaires laissés par quelques étudiants au sujet des dispositifs anti-rebond, il me semble important de consacrer cette 29e leçon afin de faire toute la lumière sur ce sujet. Même si nous l'avons déjà étudié au cours des premières leçons, il semble évident qu'un retour en arrière aidera à mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour sauver du temps, j'ai extrait cette séquence vidéo de la leçon 5 qui débute à 9 minutes 25 secondes. Aussi, dans ce projet j'ai ajouté un bouton poussoir. Il sert à faire allumer les 10 LED du bar graphe en même temps. C'est un bouton test. Il sert à vérifier si les 10 LED sont opérationnels. À première vue, c'est tellement superflu. Mais cela me donne l'opportunité de te montrer comment on peut programmer un bouton poussoir pour lui faire remplir une fonction précise. Ici il va faire allumer les 10 LED pour s'assurer qu'elles fonctionnent. D'un côté ce bouton est connecté à la sortie 5 volts de la carte Arduino. De l'autre il rencontre deux résistances. On appelle cette configuration « pull-down ». Dans un simulateur, cette configuration n'est pas essentielle. Mais avec une vraie carte Arduino c'est un anti-rebond. Je m'explique, les contacts d'un bouton poussoir ne sont jamais parfaits. C'est-à-dire que lorsque l'on appuie sur le bouton, le contact se fait rarement parfaitement. Et comme les entrées numériques sont très sensibles, elles peuvent détecter ces mauvais contacts. C'est ce qu'on appelle « rebond ». Ça provoque une sorte de crouche-crouche dans les contacts et provoque des valeurs aléatoires. Ce genre de rebond est courant à partir du moment où on utilise un dispositif à contact mécanique. Bouton poussoir, interrupteur ou relais. Ou peut être provoqué par de l'interférence dans un environnement pollué d'ondes électromagnétiques, proche d'un téléphone cellulaire, par exemple. Cela va générer dans le circuit un courant qui peut être interprété comme un signal. Une broche d'entrée numérique pourrait interpréter ces rebonds, comme si on avait appuyé plusieurs fois sur le bouton. Pour réduire ce genre d'inconvénient, on ajoute une résistance pull-down de 10 kΩ entre la masse et la sortie du bouton poussoir. Traduire pull-down, en français ça donne littéralement « tirer vers le bas » ou dans ce cas précis, « tirer vers la masse ». Le rôle d'une résistance pull-down est donc d'éliminer les interférences en les tirant vers la masse. Ce qui donne un signal plus net. Par contre, d'un point de vue mécanique, lorsque tu appuies sur un bouton poussoir, que tu actives un interrupteur ou un relais, le contact n'est jamais parfait. Cela génère des rebonds. Il en va de même lorsque tu le relâches. Ce sont des courants parasites qui peuvent induire l'Arduino en erreur. Or, pour éliminer ces risques, on ajoute simplement un condensateur anti-rebond de 10 nanofarad, entre la masse et la broche d'entrée numérique. Ainsi, on n'a plus d'interférence, un contact efficace et sans rebond, bref, un signal clair, net et précis. Ici, on aperçoit le bouton poussoir, d'un côté relié au plus 5 volts. La résistance pull-down de 10 kΩ reliée entre la masse et la jonction de la sortie du bouton poussoir est d'une résistance de 220 ohms. L'autre borne de cette résistance va rejoindre la broche 2. Il ne manque plus que le condensateur anti-rebond. Voilà, le dispositif pull-down et anti-rebond sont en place. Nous donnons ici un exemple à partir d'un bouton poussoir, mais cela s'applique à tous les types d'interrupteurs ou relais mécaniques disposant de contacts métalliques. En parlant de boutons poussoirs, quelques étudiants semblent rencontrer des difficultés à les maîtriser. Les boutons poussoirs sont des composants très simples. Lorsque vous pressez le bouton, un contact électrique se fait et laisse passer le courant. Les boutons poussoirs utilisés ont 4 pattes, ce qui peut créer une certaine confusion. Étant donné qu'on les retrouve dans la majorité de nos projets, je vais donc consacrer cette leçon à expliquer en détail tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet. Pour ce faire, allons sans plus tarder dans le simulateur Tinkercad. En fait, il n'y a que 2 connexions électriques comme le montre ce schéma. Il s'agit d'un bouton poussoir de type normalement ouvert. C'est-à-dire qu'au repos, il n'y a pas de contact électrique entre les 2 bornes.
On dira donc qu'au repos, le circuit est ouvert. Dès que l'on presse le bouton, on passera d'un circuit ouvert à un circuit fermé. Dans cette position, un contact électrique se fait entre les deux bornes. Dans Tinkercad, en plaçant le curseur vis-à-vis la première broche, son nom apparaît. Il s'agit de la borne 1B. Je dessinerai schématiquement le circuit électrique à mesure que nous progresserons dans ce montage. Vis-à-vis cette borne, juste en bas, tu vois apparaître le nom de cette deuxième broche, il s'agit de la borne 1A. Comme le schéma le montre, les bornes 1A et B sont communes. À l'opposé du bouton, en haut à droite, on a la borne 2B. Et finalement, sous la borne 2B, on a la borne 2A. Comme pour les bornes A et B, les bornes 2A et B sont également communes comme le montre ce schéma. Note bien ceci. Ces explications ne sont pas coulées dans le béton. C'est-à-dire que le nom des bornes A et B peuvent être inversés. Cela dépend du sens du bouton poussoir. Comme tu le sais sans doute déjà, après avoir sélectionné un composant dans ce simulateur, tu peux lui appliquer une rotation jusqu'à 360 degrés grâce à la touche R de ton clavier. Ainsi, en appliquant une rotation de 180 degrés au bouton poussoir, il en résultera une inversion des bornes. Autrement dit, actuellement les bornes B se situent en haut du bouton tandis qu'on a les bornes A en bas, mais si tu appliques une rotation de 180 degrés, tu inverseras aussi la position des bornes, ce qui placera les bornes A en haut du bouton. L'important à retenir, peu importe le sens de rotation du bouton, les bornes 1 sont communes, comme les bornes 2. Ceci précisé, poursuivons notre montage. Ici je relie la borne 1B du bouton à la source de 5 volts. Cela confère le rôle d'entrée à la borne 1 du bouton et le rôle de sortie à la borne 2. Je poursuis ce montage en ajoutant un LED témoin protégé par une résistance de 150 ohms reliée d'un côté à la masse et de l'autre à la cathode du LED témoin. Tandis que l'anode est reliée directement à la borne 2B du bouton. Ce LED témoignera de la position du bouton poussoir lorsqu'il est au repos ou pressé. Présentement, aucun lien n'est encore établi entre le bouton poussoir et la carte Arduino. Je vais donc y remédier en reliant la sortie du bouton, soit la borne 2A, à l'une des broches d'entrée-sortie numérique de l'Arduino. Pour ce faire, j'ai choisi la broche D1. Par défaut, lorsque le bouton poussoir est au repos, aucun contact électrique entre les bornes 1 et 2 du bouton n'est établi. Ce qui signifie que le circuit est ouvert et qu'aucune tension n'est présente à la broche D1, cela place D1 dans l'état logique low ou 0. Par contre, dès que tu presses le bouton, le contact électrique entre les bornes 1 et 2 du bouton est établi. Cela ferme le circuit et laisse passer une tension de 5 volts qui alimente la broche D1, cela place D1 dans l'état logique high ou 1. Maintenant que nous avons une relation entre le bouton poussoir et la broche D1 de l'Arduino, nous devons aller dans l'entête déclarative de l'environnement de programmation pour l'instruire de la présence de ce bouton en relation avec cette broche d'entrée-sortie numérique. Je vais commencer par créer une variable constante nommée bouton 1 et lui assigner la pin 1. Ensuite, je me dirige dans la partie initialisation, ou si tu préfères, la fonction setup, afin d'ajouter une ligne d'instruction qui définira le mode entrée, input, à la pin 1 de l'Arduino grâce à la fonction pinMode. Revenons sur le workbench. Une chose importante à savoir concernant toutes les broches d'entrée-sortie, numériques ou analogiques de l'Arduino. Elles sont très sensibles aux interférences extérieures. Je parle d'interférences électromagnétiques telles que les fréquences radio, téléphone cellulaire, néon, Internet sans fil, ordinateur, bref tout ce qui dégage des ondes peut être capté par les broches d'entrée-sortie de l'Arduino à partir du moment où elles sont en mode input. D'autant plus lorsqu'elles sont reliées par des fils, car qu'on le veuille ou pas, les fils agissent comme des antennes, ce qui amplifie les interférences. Les champs électromagnétiques sont partout. Ces zones de force invisibles, constituées d'énergie magnétique et électrique, peuvent provenir de sources artificielles ou naturelles. Parfois, ces champs électromagnétiques peuvent provoquer des interférences ou des perturbations sur un autre appareil électrique ou électronique, provoquant un phénomène appelé interférence électromagnétique ou IEM. Ce type d'interférence est à éviter lorsque nous utilisons les entrées numériques ou analogiques de l'Arduino. Elles peuvent provoquer des effets indésirables.
L'Arduino pourrait interpréter certains pics de ces interférences et y répondre en changeant l'état de l'eau, AI, d'une ou plusieurs entrées logiques. De là l'importance d'ajouter une résistance pull-down de 10 kΩ entre la masse et chaque broche d'entrée. Le terme « pull-down », traduit en français veut dire « tirer vers le bas », son rôle étant de rediriger ces interférences vers la masse, autrement dit elle les envoie dans la Terre. Lorsque nous expérimentons à travers un simulateur, il n'y a pas d'interférence, donc on ne risque pas de rencontrer d'effets indésirables. Dans ce cas, il est inutile d'ajouter des résistances pull-down et des condensateurs anti-rebond. Tu as raison. Alors, pourquoi s'encombrer de ces composants? C'est vrai qu'ils sont facultatifs lorsque tu expérimentes des projets dans un simulateur. Mais en cours de travaux pratiques, avec du vrai matériel, les interférences et les problèmes de rebond sont réels. Alors tant qu'à enseigner, aussi bien le faire comme il faut. Lorsque je présente un montage électronique autour d'une carte programmable, je fais tout exactement comme si j'utilisais de vrais composants, et je te recommande fortement de faire de même. Je vois. Donc c'est par habitude que tu les ajoutes même dans un simulateur? Plutôt par expérience. Lorsque j'ai débuté, comme vous le faites tous, j'ai copié des projets provenant de sites web et en les réalisant en pratique tels que proposés, souvent ces projets réagissaient bizarrement. J'ai perdu bien du temps avant de comprendre d'où venaient les effets indésirables. En fait, beaucoup trop de ces projets ont été faits en simulation et certainement jamais testés en pratique. En prenant le temps de développer un montage en électronique programmable, il est aussi important de respecter la syntaxe durant la programmation que les notions de base en électronique, et je les applique dans un simulateur exactement comme je le ferais en pratique. Je comprends. Ceci dit, revenons à notre montage en ajoutant ce qu'il faut comme il le faut. J'ajoute une résistance de 10 kΩ reliée d'un côté à la jonction de la borne 2A, du bouton et la broche d'entrée de l'Arduino, et de l'autre côté à la masse. Cette résistance pull-down va protéger l'entrée numérique D1 des interférences extérieures en les tirant vers la masse. Voilà qui règle les problèmes d'interférence. Mais comme on l'a vu dans l'extrait vidéo de la leçon 5, les entrées numériques et analogiques ne sont pas uniquement sensibles aux interférences, elles le sont également aux problèmes de rebond. Sans vouloir trop m'étendre sur le sujet, rappelons rapidement ce qui provoque ce phénomène de parasitage. Comme on l'a déjà mentionné, aucun interrupteur mécanique n'est parfait, sauf peut-être les interrupteurs au mercure, mais ils ont été retirés du marché. Comme le montre cette diapo, dès que l'on active ou désactive un interrupteur à contact métallique, le contact se fait rarement parfaitement, ce qui provoque des oscillations qu'on appelle rebond. La sensibilité d'une entrée numérique peut interpréter ces oscillations comme une succession de 0 et de 1. Comme de raison, cela provoque des effets indésirables semblables à de l'interférence. Pour éviter ce phénomène, on place un condensateur de 10 nanofarad entre la masse et l'entrée numérique. J'aurais une question? Oui, En plaçant un condensateur anti-rebond entre la masse et l'entrée numérique pour éliminer les oscillations, n'est-ce pas suffisant pour éliminer du même coup les interférences? en effet, le condensateur contribue à éliminer les interférences aussi bien que la résistance pull-down. Donc, la résistance est facultative? Absolument pas. Si tu observes cette diapo, lorsque tu presses le bouton, le condensateur de 10 nanofarad se charge. Sans la résistance pull-down, en relâchant le bouton, le condensateur se déchargera lentement. L'entrée demeurera dans l'état high tant qu'il demeurera une charge résiduelle, ce qui provoquera un délai entre le moment où tu relâches le bouton et l'état low. La résistance pull-down décharge le condensateur plus rapidement, ce qui élimine ce délai. Je comprends, l'un ne va pas sans l'autre. En espérant que cette leçon a été assez explicite pour répondre à toutes les questions posées par le biais des commentaires concernant la nécessité de ce dispositif de protection. Si oui, clique sur j'aime, et n'hésite pas à nous laisser tes commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, nous t'invitons à la partager sur tes réseaux sociaux. Si cette chaîne existe encore, c'est grâce à l'interaction qu'elle amène. Si tu n'es pas déjà abonné, clique sur « S'abonner », comme l'ont fait les 14 369 abonnés à ce jour. Merci à tous de nous encourager à poursuivre dans cette direction. On se dit à très bientôt. Easy Weekend Project.